La nuit polaire, une disparition de groupe, une ancienne affaire de meurtre, le tout nimbé du doute quant au surnaturel. Bienvenue dans True Detective Night Country. Je vous parlerai de ce premier épisode d'abord sans spoiler pour partager avec vous l'excitation d'une nouvelle série prometteuse avant d'en venir ensuite à certains points plus précis, avec spoiler donc, pour réfléchir déjà sur les messages sous-jacents et les premières pistes de la série. True Detective est une série sous forme d'anthologie, chacune de ses saisons proposant une histoire et des personnages différents. Aucun besoin d'avoir vu quoi que ce soit donc avant de pouvoir profiter de cette saison 4 portée par un duo improbable avec Jodie Foster en chef de police vieillissante et Kali Reis, une championne de boxe qui prouve ici qu'elle n'est pas devenue actrice par hasard. Pas de spoiler donc pour l'instant, mais juste un petit détail pour tenter de saisir l'intention possible d'Issa Lopez, qui est à la fois showrunneuse de la série et réalisatrice de ce premier épisode. La chef de police Elizabeth Danvers fouille une station polaire dont les 8 membres de l'équipe ont mystérieusement disparu. Elle trouve un exemplaire du roman Blood Meridian dans la chambre d'un des scientifiques. Ce roman de 1985 est parfois considéré comme l'un des plus marquants de la littérature américaine. Il déconstruit les mythes héroïques du Far West et montre la cruauté humaine, la soif de domination et de destruction dans ce qu'elle a de plus abject. S'il n'y a pas d'interprétation unanime quant au sens de ce livre, le moins qu'on puisse dire est qu'il est pessimiste quant à la nature humaine, et même peut-être sur la nature du monde lui-même, surtout si on part vers les interprétations gnostiques de l'ouvrage. L'action de ce True Detective Night Country se déroule en Alaska, même si la série a été tournée en Islande. L'entrée dans la période de nuit polaire vient immédiatement poser une chape sur l'ensemble et vient donner corps au terrifiant oxymore d'un huis clos en plein air. Il est toujours de bon ton de souligner l'incroyable qualité de la première saison de True Detective, bien entendu, et je pense qu'on ne le dira jamais assez pour convaincre les quelques réticents ou néophytes de la découvrir. Une référence des plus nobles donc qui semble avoir inspiré Issa Lopez pour cette saison 4 qui joue habilement d'un mélange inquiétant entre superstition, soupçon de surnaturel, perversion humaine et propos sur la société au sens large. On a souvent tendance à dire ou entendre que sur la première saison, on sentait planer l'influence de l'écrivain H.P. Lovecraft, grand nom du genre horrifique, teinté d'ésotérisme. En réalité, on devrait parler de l'influence de l'écrivain Robert W. Chambers, qui est l'auteur du recueil de nouvelles Le Roi en jaune, dont Lovecraft pensait le plus grand bien et auquel il a emprunté des références pour son œuvre personnelle. Dans ses toutes premières secondes, cette saison 4 revendique fortement cette filiation avec une citation du personnage imaginaire Hildred Castaigne, rendu fou par la lecture de la pièce Le Roi en jaune, imaginaire elle aussi bien sûr. Une citation qui souligne combien une nuit qui dure trop longtemps est dangereuse et combien aussi les monstres qu'elle est capable d'engendrer sont terribles, ignorés même de Dieu. Voilà qui épouse parfaitement la nuit polaire marquant l'ambiance de ce premier épisode et sans nul doute de la saison dans son ensemble. Ce n'est pas la seule référence littéraire de l'épisode puisque le nom de la station de recherche, Tsalal, renvoie au seul et unique roman achevé d'Edgar Allan Poe, Les aventures d'Arthur Gordon Pym, dont l'action se déroule aux confins de l'océan Antarctique. Cet ouvrage a lui aussi fortement impressionné H.P. Lovecraft. Dans ce roman, Tsalal est le nom d'une île qu'on pourrait qualifier sans doute d'infernale, et ce nom pourrait signifier ombre ou obscurité, ce qui est certainement l'intention retenue pour la série, toujours dans ce contexte de disparition de la lumière du jour. Autre référence plus implicite, même si on peut apercevoir aussi dans la station la jaquette du DVD du film, et oui, on pense forcément à The Thing de John Carpenter, du fait des disparitions du personnel d'une station polaire. Durant un instant fugace, étrange et hypnotique de ce premier épisode, j'ai aussi pensé à l'influence de David Lynch, notamment à ses incroyables propositions qui font de la saison 3 de Twin Peaks une œuvre si magnétique et insolite. En termes plus prosaïques maintenant de construction de personnages, les bases sont posées avec un mélange de solidité et de subtilité pour permettre aux spectateurs de commencer à saisir qui sont ces deux policières et pourquoi leur coopération ne va pas de soi, ainsi que leur motivation et traumatisme bien ancrés. J'imagine que certains pointeront des clichés, mais une affaire non résolue de quelques années, ou encore un événement traumatique qui continue de vous hanter des années plus tard, voilà qui ne me semble pas être des ficelles trop éculées pour qu'on interdise de les utiliser encore. Jodie Foster interprète avec une aisance déconcertante
cette femme rude, désagréable de prime abord, professionnelle aussi et observatrice, tandis que Candice Race apporte un visage, un physique, mais aussi déjà une intensité qui n'est jamais surjouée. Outre ces deux actrices principales, on a Fiona Shaw qui ne déçoit jamais et qui promet déjà dans ce premier épisode, sachant qu'on attend l'apparition aussi du personnage joué par Christopher Eccleston, quatrième poids lourd de ce casting aux petits oignons. De mon point de vue, l'épisode obtient un bel équilibre entre l'intrigue centrale et la caractérisation de ces personnages, ce qui nous permet à la fois d'être happés par le mystère, mais aussi de commencer déjà à vouloir en savoir plus sur ces deux femmes qui tenteront de le démêler. Quant à la bande originale, elle me semble bien dosée dans l'accompagnement de la narration. Entre les chants des natifs Inupiat et certains effets qui semblent exprimer des perturbations électromagnétiques, on sent bien que rien n'a été laissé au hasard et que le spectateur est plongé dans un faisceau d'éléments qui peuvent être autant d'indices que de fausses pistes. Je vous recommande chaudement de voir cet épisode, vous l'aurez compris, et avant d'en venir à quelques remarques avec spoiler, je vous invite, quoi qu'il en soit, à vous abonner à la chaîne et à vous exprimer en commentaire, sinon ce sera une phalange coupée par jour de retard pour rester dans la bienveillance magnanime. Ce premier épisode joue clairement avec les pistes surnaturelles plus que n'importe quelle précédente saison de True Detective. Je pense que la saison maintiendra un doute raisonnable jusqu'au bout en jouant sur la notion d'hallucination et d'impact de l'environnement sur le comportement animal et humain. On peut d'ores et déjà sentir que cette saison joue avec les angoisses de l'époque pour alimenter son propre suspense ainsi que son message. En effet, il ne fait guère de doute que l'exploitation massive de l'environnement, la destruction de la nature et le réchauffement climatique seront des sujets utilisés en tout ou partie pour cette intrigue autour de la mine et des prélèvements des scientifiques de la base dans la glace. On sait qu'un événement singulier survient 3 jours avant le début de l'enquête, un événement qui pousse une harde de rennes à sauter d'une falaise, qui participe sans doute au coup de folie d'un ou plusieurs membres de l'équipe scientifique et qui semble lié à la qualité de l'eau du robinet de la ville. Si on y ajoute l'appauvrissement des ressources marines en termes de population de crabes, ce qui est rapidement souligné, on comprend bien que les limites ont été atteintes et même sans doute dépassées. Les forages dans la glace pourraient avoir libéré un agent pathogène très ancien, par exemple, tout comme l'interprétation mystique pourrait porter sur l'éveil d'une incarnation vengeresse des forces de la nature contre la multitude des outrages qui leur sont sans cesse causés. Outre Travis qui guide Rose Aguino vers les corps, on a aussi l'apparition de la main d'Holden, le fils apparemment décédé d'Elizabeth, la chef de police. Concernant cet ours polaire borgne dans les rues, difficile pour l'instant de déterminer s'il est bel et bien présent dans la rue ou s'il s'agit d'une autre hallucination, faute de suivi de cet événement, pourtant pas anodin. Bon, ceci dit, un ours polaire en Alaska, ça reste nettement moins bizarre que sur une île perdue du Pacifique Sud. It's a polar bear. Ceci dit, l'ours en question, eh bien, il a la même trogne qu'une peluche de la famille Danvers, et tout devient possible. Par ailleurs, on remarque que le dessin de cette femme aux mains qui semble pisser le sang, dessin qu'on doit au jeune Darwin depuis que sa mamie lui a raconté des légendes locales, et qui est par ailleurs le fils du jeune inspecteur, eh bien ce dessin nous montre un visage aux yeux comme des étoiles à 6 branches. Et le symbole de l'étoile à 6 branches, on le retrouve d'une part dans les blessures mortelles de la pauvre Annie Masu-Kautok, tuée 6 ans auparavant, mais aussi dans le logo de l'entreprise minière Silver Sky. Si un scandale environnemental a été caché, on peut supposer que le personnage de Kate McKittrick est au courant, puisque son nom et le fait d'avoir osé la déranger chez elle semblent avoir mis un terme à la carrière d'enquêtrice de Navarro. On peut aussi supposer que la police locale a aidé à cacher des choses avec le rôle de Hank, qui avait poussé le vice jusqu'à conserver des dossiers chez lui et qui a dû se faire assez d'argent pour, entre guillemets bien sûr, s'acheter une femme de l'Est sur catalogue, comme aime à le souligner Elizabeth. Et pour revenir à Lizzie, justement, elle découvre le lien entre les deux affaires via la parka d'Annie Masu-Kautok, qui a ensuite été récupérée par un des chercheurs de la station, Raymond Clark. Dans la seconde séquence d'intro de l'épisode, dans la station, c'est justement lui, ce Raymond Clark, dans cette parka, qui tremble et annonce qu'elle est éveillée, sans qu'on sache évidemment de quoi ou de qui il parle. Ce qui est intéressant, c'est aussi le motif de spirale que forment les photos disposées au pied de Lizzie, un motif qui fait directement référence à la marque laissée sur les victimes de la saison 1. La danse étrange de Travis, ce fantôme, voilà bien sûr ce qui m'a directement fait penser à certaines séquences étranges de la saison 3 de Twin Peaks. Et au sujet de Travis, on remarque un reflet dans sa pupille. Il peut s'agir d'une coïncidence liée à l'éclairage de la scène, mais on peut trouver une étrange similitude avec le reflet qu'on devine déjà dans l'œil du renne de la première séquence de l'épisode. On pourrait même éventuellement s'amuser à y voir l'ombre de Carcosa, cette cité maudite d'un autre monde
liée au roi jaune. Autre point, juste avant de revoir Travis, Rose est en train de vider un loup, opération qui lui donne un instant l'impression, à cause d'un nerf sans doute, que l'animal est encore en vie, mais ce qui vient surtout souligner qu'elle se tient alors symboliquement à la frontière entre la vie et la mort, ce qui ouvre la porte à la perception du revenant. Pour revenir à des pistes plus concrètes, le fait que Julie, la petite sœur d'Evangeline, souffre de problèmes psychiatriques et sans doute d'hallucinations. Voilà qui peut clairement être lié à un agent pathogène ou une pollution pernicieuse de l'eau de consommation courante causée par l'activité minière. Néanmoins, on sait aussi que la discussion des sœurs semble indiquer que leur mère souffrait certainement elle aussi de problèmes mentaux. Entre les deux enquêtrices et sur la base des noms et aussi de la façon dont Lizzie charrie Navarro sur les esprits totems par exemple, on peut supposer qu'Evangeline Navarro serait parmi les deux la plus à même de croire à des explications surnaturelles. En effet, Evangeline est un prénom qu'on peut traduire par messager de bonnes nouvelles ou gospel en VO, sachant qu'elle dit croire en Dieu, on va plutôt dans ce sens. Toutefois, la dynamique de croyance pourrait s'inverser en cours de saison entre les deux femmes et au fil des découvertes, bien entendu. Si la langue retrouvée dans la station est bien celle d'Annie, on peut supposer qu'elle avait été conservée dans de la glace comme un trophée depuis 6 ans. Enfin, les corps des scientifiques et la posture qu'on découvre impliquent une mort qui n'est pas liée à l'exposition au froid, ainsi qu'une forme de disposition des cadavres qui envoie un message sans doute. De toute évidence, c'est l'œuvre d'une ou plusieurs personnes et pas d'une créature surnaturelle du folklore local. J'ai hâte de découvrir la suite et je vous invite à partager vos réactions et théories en commentaire. Attention toutefois, je n'ai fait aucune recherche sur les sites où traînent parfois des fuites sur les scénarios de séries. Si vous avez vu de telles fuites, merci de ne pas en partager le contenu en commentaire. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Salut!